L'histoire de la Waffen-SS commence au début des années 30, lors de la montée du parti nazi en Allemagne. À cette époque, Adolf Hitler avait besoin d'une force paramilitaire qui lui serait absolument loyale, ainsi qu'aux idéaux du parti. Heinrich Himmler, l'un des plus proches et ambitieux alliés de Hitler, se chargea de la création de ce groupe d'élite. Ce qui avait commencé comme une petite unité de garde du corps personnel pour les dirigeants nazis évolua rapidement en l'une des forces militaires les plus redoutées et controversées de l'histoire, la Waffen-SS. Himmler avait une vision grandiose pour la SS. Il voulait créer une force qui incarnerait les idéaux nazis de pureté raciale et de loyauté au régime. Himmler voyait la Waffen-SS comme le symbole d'une nouvelle élite aryenne. Ces soldats devaient protéger à la fois la nation et l'idéologie du Troisième Reich, en montrant un fort engagement envers Adolf Hitler. Au début, ce rêve rencontra des défis considérables. Entre 1933 et 1936, la Waffen-SS peinait à fonctionner comme une force militaire. Elle était limitée par un manque de ressources. Contrairement à la Wehrmacht, qui était l'armée officielle de l'Allemagne, la Waffen-SS devait compter sur la Wehrmacht pour l'entraînement de base. Sans financement adéquat ni infrastructure, la SS devait se contenter de ce qu'elle avait. Les hommes de la SS recevaient des exercices militaires standards, mais cela ne satisfaisait pas Himmler. Il voulait créer une force qui se démarquerait des unités militaires conventionnelles en Allemagne. Himmler voulait transformer ces hommes en quelque chose d'exceptionnel, des soldats forts et habiles au combat. Pour y parvenir, il développa un programme d'entraînement qui combinait endurance physique et discipline extrême. L'entraînement physique était brutal. Les soldats devaient supporter des exercices exténuants conçus pour tester leur endurance, leur force et leur résistance. En 1938, la Waffen-SS avait commencé à croître en taille et en influence. Hitler, d'abord prudent envers la SS, commença à leur faire plus confiance à mesure que leur programme d'entraînement progressait. Il leur permit de mener des exercices militaires à grande échelle avec des munitions réelles, ce qui n'était pas courant pour la plupart des unités militaires allemandes à l'époque. Cette décision donna un grand avantage à la Waffen-SS. Ils acquérirent une expérience réelle avec leurs armes et leurs tactiques de combat. Ce changement accéléra considérablement leur développement en tant que force militaire d'élite. Ces exercices d'entraînement marquèrent un tournant. Contrairement à la Wehrmacht, qui suivait des protocoles militaires stricts, la Waffen-SS était formée pour la flexibilité et l'agression au combat. Ils se spécialisèrent dans des assauts rapides et décisifs, s'inspirant des forces d'élite comme les commandos britanniques et les Rangers de l'armée américaine. Leur accent mis sur la vitesse et la mobilité fit d'eux une force unique dans l'armée allemande, conçue pour être déployée aux points les plus importants de la bataille. L'un des facteurs majeurs derrière l'influence croissante de la Waffen-SS fut leur évolution en une force hautement mobile et polyvalente. Alors que l'Allemagne se préparait à l'expansion et à la guerre, la capacité de frapper rapidement et de manière décisive devint très importante. La Waffen-SS adopta rapidement ces tactiques, notamment en ce qui concernait les opérations d'assaut et la défense de points majeurs pendant la bataille. Cela les distingua de la Wehrmacht, dont la structure conventionnelle limitait souvent sa flexibilité. En plus de leur tactique de combat en évolution, la Waffen-SS bénéficia d'un armement de plus en plus sophistiqué. Au début de leur développement, ils étaient équipés de fusils, mitrailleuses et autres armes d'infanterie standard allemandes. Cependant, à mesure que la Waffen-SS gagnait en importance, ils avaient souvent la priorité pour obtenir des équipements de pointe. L'intégration d'unités motorisées et mécanisées au sein de la Waffen-SS les aida à se développer en une force capable de mouvements rapides et à grande échelle sur les champs de bataille. Cela devint particulièrement précieux lors des campagnes sur le front de l'Est, où la mobilité était essentielle pour réussir contre les forces soviétiques. Malgré les défis initiaux, la Waffen-SS se transforma d'une petite unité sous-financée en une force militaire d'élite et très efficace. Une des périodes les plus importantes pour la Waffen-SS fut en 1939 avec le début de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, ils avaient évolué en une unité de combat bien organisée et efficace, prête à jouer un rôle majeur dans la stratégie militaire de Hitler. Bien que la Wehrmacht constituât encore la majorité des forces armées allemandes, la Waffen-SS s'était établie comme un corps d'élite au sein de l'armée
souvent chargés de missions spéciales et d'assignations importantes en première ligne. Au cours des premières années de la Seconde Guerre mondiale, la Waffen-SS joua un rôle majeur dans de nombreuses campagnes militaires les plus importantes de l'Allemagne. Ils étaient souvent utilisés dans les opérations les plus exigeantes, telles que la tête des assauts lors de l'invasion de la Pologne et plus tard, lors de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. La réputation de la Waffen-SS pour son agressivité et son efficacité au combat solidifia leur place au sein du régime nazi. Leur combinaison unique d'entraînement physique rigoureux, de flexibilité opérationnelle et d'accès à un armement avancé fit de la Waffen-SS une force redoutable pendant la guerre. Ils étaient souvent déployés dans des zones où la Wehrmacht avait rencontré des difficultés, et leur capacité à mener des assauts rapides et brutaux leur valut à la fois la crainte et le respect des forces ennemies. Cependant, leur influence croissante s'accompagna également d'une surveillance accrue, car leurs tactiques agressives entraînaient souvent des taux de pertes élevés et des rapports d'atrocité sur le champ de bataille. À la fin de 1941, la Waffen-SS avait fermement établi sa place au sein de la machine militaire de Hitler. Bien que leur histoire continuerait à évoluer au cours de la guerre, cette période marqua la fondation de leur puissance militaire. Chapitre 2. Forger des guerriers. L'entraînement rigoureux et l'endoctrinement de la Waffen-SS. La Waffen-SS était connue pour sa loyauté farouche envers Hitler et la cause nazie, ainsi que pour l'entraînement extrême qui transformait des hommes ordinaires en soldats aguerris. Dès le moment où ils rejoignaient les rangs, les recrues étaient plongés dans un monde de défis physiques et mentaux qui les poussaient à leurs limites. Heinrich Himmler avait pour vision de créer une force d'élite, et pour y parvenir, il s'assurait que le programme d'entraînement de la Waffen-SS soit parmi les plus durs au monde. Pour devenir membre de la Waffen-SS, le premier obstacle à franchir était de répondre à des critères physiques stricts. Les recrues devaient être en bonne santé physique, mais elles devaient aussi correspondre à la vision de Himmler d'un soldat arien. Cela signifiait qu'elles devaient mesurer au moins 1,74 m et ne présenter aucune difformité physique ni faiblesse. L'idée était que les soldats soient forts tout en reflétant les idéaux raciaux nazis. Ceux qui ne correspondaient pas à ce modèle étaient souvent rejetés immédiatement, car le régime visait à créer une force qui représentait l'avenir racialement pur de l'Allemagne. Une fois acceptées, les recrues étaient soumises à un programme d'entraînement physique intense conçu pour tester leur endurance, leur force et leur résistance mentale. Les journées d'entraînement étaient longues et épuisantes. Les recrues commençaient par des exercices de base comme la course, la musculation et des parcours d'obstacles, destinés à améliorer leur endurance. Ces activités visaient non seulement à améliorer leurs conditions physiques, mais aussi à préparer les soldats à supporter les exigences physiques du combat. Que ce soit pour marcher sur de longues distances ou transporter des équipements lourds, la Waffen-SS avait besoin de soldats capables de surmonter la fatigue et l'inconfort. L'une des caractéristiques distinctives de l'entraînement de la Waffen-SS était l'importance accordée au sport. Himmler croyait que le sport jouait un rôle majeur dans la formation du soldat idéal. La boxe, la lutte, l'athlétisme et même l'aviron étaient intégrés à la routine quotidienne. Bien que ces sports visaient à améliorer leur forme physique, ils étaient également destinés à renforcer le sentiment de camaraderie entre les hommes. L'expérience partagée de se pousser à travers la douleur et l'épuisement forgeait une fraternité parmi les recrues, ce qui était très important pour renforcer la cohésion de l'unité dans la chaleur de la bataille. Mais l'entraînement physique n'était qu'une partie de l'équation. Himmler comprenait que la résilience mentale était tout aussi importante, et la formation de la Waffen-SS incluait des exercices rigoureux destinés à aiguiser la concentration et les capacités tactiques des soldats. Les recrues étaient formées aux tactiques d'assaut, apprenant à frapper rapidement et avec décision. Une grande partie de cet entraînement était inspirée par des unités militaires d'élite d'autres pays, comme les commandos britanniques et les Rangers de l'armée américaine, réputés pour leur efficacité dans les opérations spéciales. La Waffen-SS étudiait ces unités et adaptait leurs tactiques, mettant un fort accent sur la mobilité, la vitesse et l'effet de surprise au combat. Les soldats de la Waffen-SS étaient également formés à être flexibles et adaptables, prêts à faire face à toute situation sur le champ de bataille. Qu'il s'agisse de défendre une position ou de mener une offensive,
Ils étaient censés exceller à tous les niveaux. Leur entraînement avec des munitions réelles et des scénarios de combat les préparait au mieux, faisant d'eux l'une des unités de combat les plus redoutées pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, l'entraînement physique et tactique n'était qu'un aspect de la transformation que subissaient les recrues de la Waffen-SS. L'endoctrinement idéologique jouait un rôle majeur dans la formation de leur mentalité. Dès leur entrée en formation, les recrues étaient bombardées de propagande nazie, conçue pour renforcer leur loyauté envers Hitler et les principes du Troisième Reich. Des officiers éducatifs, agissant comme des commissaires politiques dans d'autres armées, étaient chargés de s'assurer que chaque soldat comprenne et adopte les idéaux nazis. Ces officiers utilisaient un mélange de conférences, de lectures et de discours pour inculquer un sens du devoir chez les soldats. La loyauté était mise en avant tout, loyauté envers Hitler, loyauté envers leurs camarades et loyauté envers la cause nazie. L'entraînement était conçu pour que les soldats se voient non seulement comme des hommes combattant pour l'Allemagne, mais comme des protecteurs de la race aryenne et de l'avenir nazi. Des concepts comme le courage et le sacrifice étaient déformés pour servir la mission de la SS, et les recrues étaient amenés à croire qu'il n'y avait pas plus grand honneur que de mourir pour le Führer. Himmler lui-même jouait un rôle clé dans cet endoctrinement idéologique. Sa vision de la Waffen-SS allait bien au-delà de la prouesse physique. Il voulait des soldats absolument fidèles à l'idéologie nazie et qui emporteraient cette loyauté dans chaque bataille. Son influence, ainsi que la surveillance de la Gestapo, garantissaient que les recrues étaient constamment rappelés à leur devoir envers le régime. Au moment où une recrue terminait sa formation, il n'était plus un homme ordinaire. Il était un soldat façonné pour faire partie d'une force de combat d'élite. Les exigences mentales et physiques de l'entraînement garantissaient que seuls les hommes les plus robustes et les plus loyaux restaient. Ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient éliminés, laissant derrière eux un noyau de soldats prêts pour la guerre. Cette combinaison d'entraînement physique brutal et d'endoctrinement idéologique intense faisait de la Waffen-SS une force unique au sein de l'armée allemande. Alors que la Wehrmacht mettait l'accent sur la stratégie et les valeurs militaires traditionnelles, la Waffen-SS se concentrait sur la création d'un nouveau type de soldat, à la fois physiquement fort, tactiquement compétent et totalement dévoué à la cause nazie. Cette transformation, supervisée par Himmler et les dirigeants de la SS, assurait que la Waffen-SS devienne l'une des unités militaires les plus redoutées de la guerre. Chapitre 3. L'arsenal de la puissance, l'armement avancé et la technologie de la Waffen-SS. L'un des principaux facteurs qui fit de la Waffen-SS une force si redoutée et puissante pendant la Seconde Guerre mondiale fut l'armement avancé et la technologie dont elle disposait. En tant qu'unité d'élite, elle avait souvent un accès prioritaire aux armes les plus récentes et les plus efficaces, ce qui lui permettait d'exécuter ses attaques rapides et mobiles et de défendre des positions avec une puissance de feu inégalée. La Waffen-SS devint célèbre pour son utilisation de mitrailleuses lourdes, de mortiers, d'artillerie et plus tard dans la guerre, de lance-roquettes et de chars de pointe. Ces armes leur donnaient un avantage au combat, leur permettant d'infliger de lourdes pertes aux forces ennemies tout en supportant les exigences brutales de la guerre sur plusieurs fronts. Parmi les armes les plus célèbres et efficaces utilisées par la Waffen-SS se trouvait la mitrailleuse MG42. Connue pour sa cadence de tir élevée, la MG42 changea la donne sur le champ de bataille. Elle pouvait tirer jusqu'à 1500 coups par minute, en faisant l'une des mitrailleuses les plus rapides de la guerre. Cela permettait à la Waffen-SS d'abattre facilement les troupes ennemies en progression, transformant même de petites positions défensives en forteresses mortelles. La fiabilité et la facilité d'utilisation de l'arme en firent une favorite parmi les troupes SS, qui apprirent rapidement à en maximiser l'efficacité lors d'opérations offensives et défensives. La polyvalence de la MG42 permettait de la monter sur des véhicules, de l'utiliser en position fixe ou de la porter par l'infanterie, en faisant un outil très important dans l'arsenal de la SS. L'efficacité de la MG42 était particulièrement évidente lors des opérations défensives, où des mitrailleuses bien placées pouvaient stopper des bataillons ennemis entiers. Un exemple notable de cela fut la bataille de la rivière Odon en juin 1944. Une petite unité de la Waffen-SS, armée de MG42, parvint à stopper l'avancée d'un bataillon britannique.
Bien que fortement en infériorité numérique, les soldats SS tinrent leur position, immobilisant les forces britanniques et leur infligeant de lourdes pertes. La puissance de feu de la MG42 et le positionnement stratégique des nids de mitrailleuses permirent à la Waffen-SS de retarder l'ennemi pendant des heures, gagnant ainsi du temps pour que les renforts arrivent. Outre les mitrailleuses, la Waffen-SS utilisait également de manière intensive les mortiers, qui étaient importants dans les opérations offensives et défensives. Les mortiers étaient relativement faciles à transporter et à installer, ce qui permettait à la SS de fournir un soutien de feu immédiat sans avoir besoin de grandes unités d'artillerie. Lors des opérations défensives, les mortiers étaient souvent prépositionnés pour cibler des zones clés du champ de bataille. Cela permettait à la SS de pilonner les forces ennemies en progression tout en se repliant vers des positions plus sécurisées. Dans certains cas, ils abandonnaient volontairement du terrain, seulement pour attaquer l'ennemi avec des tirs de mortier une fois qu'il était entré dans la zone de tir. Un exemple célèbre de l'utilisation des mortiers par la SS fut la bataille de l'aérodrome de Capet en juillet 1944. La Waffen-SS avait soigneusement préenregistré leurs tirs de mortier, ce qui leur permit de déclencher un barrage destructeur lorsque les forces canadiennes avancèrent. L'utilisation bien coordonnée des mortiers perturba complètement l'attaque canadienne, semant la confusion et le chaos dans leurs rangs. Le feu de mortier intense joua un rôle majeur dans le retardement de l'avancée ennemie, permettant finalement aux défenseurs SS de tenir l'aérodrome malgré leur infériorité numérique. La capacité de la Waffen-SS à utiliser efficacement l'armement lourd était encore renforcée par leur accès à une technologie avancée et à des armes expérimentales. Dès 1938, Adolf Hitler avait accordé à la SS la permission de mener des exercices avec munitions réelles et des manœuvres militaires à grande échelle. Cela donnait à la Waffen-SS une expérience inestimable dans la manipulation de leurs armes dans des scénarios de combat réels, leur permettant de perfectionner leurs tactiques et stratégies. Ces exercices impliquèrent souvent de l'artillerie et des tirs réels, ce qui donnait aux soldats SS la confiance et les compétences nécessaires pour exécuter des opérations complexes dans des conditions de combat. L'une des technologies les plus innovantes employées par la Waffen-SS fut l'introduction de lance-roquettes à plusieurs tubes, comme le 8 cm Raketenwerfer. Ces lance-roquettes étaient capables de tirer plusieurs roquettes en succession rapide, fournissant à la SS un volume de feu écrasant en peu de temps. Le 8 cm Raketenwerfer, en particulier, devint une arme favorite de la SS en raison de sa mobilité et de sa puissance de feu. Il fut déployé pour la première fois au début de 1943 lors des combats sur le front de l'Est, où il fut utilisé avec grand effet pour contrer les avancées des chars soviétiques et les assauts d'infanterie. La SS avait un avantage distinct en ce qui concerne les armes expérimentales, car elle avait souvent accès aux prototypes avant les autres unités. Cela incluait des pièces d'artillerie lourdes, des chars avancés comme le Panther et des systèmes de roquettes spécialisés. Le char Panther, introduit en 1943, devint l'une des armes les plus redoutables dans l'arsenal de la SS. Avec son blindage épais et son puissant canon de 75 mm, le Panther était capable d'affronter les T-34 soviétiques et d'autres chars alliés. Les unités SS furent souvent les premières à recevoir ces chars, leur donnant un avantage dans les combats blindés. L'une des plus célèbres batailles impliquant des chars Panther SS eut lieu lors de la bataille de Normandie en 1944. Les commandants de chars SS, armés de ces machines avancées, jouèrent un rôle important dans la défense contre l'invasion alliée. Leur puissance de feu supérieure et leur mobilité leur permirent de tenir des positions clés et de retarder l'avance alliée, même si le reste du front allemand commençait à s'effondrer. La capacité du Panther à résister à des coups directs des chars et de l'artillerie alliée donna un avantage significatif à la SS dans les combats. La Waffen-SS utilisait également une large gamme de pièces d'artillerie, y compris des canons lourds capturés dans d'autres pays. Nombre des mortiers et pièces d'artillerie utilisés par la SS étaient à l'origine français, polonais ou soviétiques, capturés lors de campagnes précédentes. Ces armes capturées furent bien utilisées, servant souvent dans des unités SS opérant en arrière-garde ou en rôle défensif. La capacité à réutiliser des armes ennemies capturées donnait à la Waffen-SS une puissance de feu supplémentaire,
lorsque cela était nécessaire, surtout à mesure que la guerre se prolongeait et que l'industrie allemande peinait à répondre à la demande. L'un des aspects les plus intéressants de l'approche de la Waffen-SS en matière de combat était leur volonté d'innover et de s'adapter aux conditions changeantes du champ de bataille. Ils n'étaient pas contraints par les doctrines militaires traditionnelles qui régissaient la Wehrmacht. Au contraire, ils étaient encouragés à expérimenter de nouvelles tactiques et technologies, ce qui leur donnait souvent un avantage au combat. Cette approche fut particulièrement efficace lors des confrontations germano-soviétiques sur le front de l'Est, où l'utilisation par la SS de l'artillerie lourde et des véhicules blindés leur permit de contenir les forces soviétiques numériquement supérieures. À mesure que la guerre progressait, la Waffen-SS continua de repousser les limites de la technologie militaire. Ils développèrent des systèmes de roquettes modifiés, des chars avancés et même de nouveaux types d'armes anti-chars pour faire face à la menace croissante des divisions blindées alliées. Leur accès aux armes expérimentales et à la technologie de pointe leur donnait un avantage distinct au combat, leur permettant de rester une force puissante, même lorsque la situation militaire globale de l'Allemagne s'aggravait. Chapitre 4. Les légions étrangères de la Waffen-SS, la force multinationale du Troisième Reich. La Waffen-SS devint rapidement un creuset de nationalités venant de toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que la SS ait été fondée sur les principes de la supériorité aryenne, les exigences de la guerre, surtout après 1941, forcèrent l'inclusion de volontaires provenant de pays tombés sous le contrôle ou l'influence nazie. Ce n'était pas un mouvement tactique, mais une nécessité, car l'Allemagne faisait face à des pénuries de main-d'œuvre et devait étendre ses forces de combat. À la fin de la guerre, environ 40% de la Waffen-SS étaient composés de volontaires non allemands, avec des recrues venant de pays comme la France, l'Espagne, l'Ukraine, la Croatie et d'autres nations. Le recrutement de volontaires étrangers commença relativement tôt, bien qu'il ne devint généralisé que lorsque les pressions de la guerre augmentèrent. La propagande nazie joua un rôle majeur dans l'attraction de ces volontaires, présentant le conflit comme une lutte européenne plus large contre le bolchevisme. Beaucoup de ces recrues étaient attirées par la conviction que le communisme représentait une menace pour leur pays, et elles voyaient la Waffen-SS comme le meilleur moyen de le combattre. D'autres rejoignirent à cause de difficultés économiques, d'un sens de l'aventure, ou parce qu'elles sympathisaient avec l'idéologie nazie. Le processus de recrutement de ces volontaires étrangers variait selon les pays. Dans certains endroits, comme les États baltes, les volontaires étaient issus de mouvements nationalistes qui s'opposaient au contrôle soviétique. Dans d'autres, comme la France, des gouvernements collaborationnistes aidaient à recruter des hommes pour combattre aux côtés des Allemands. Souvent, ces volontaires étaient promis des récompenses, comme une influence politique ou une autonomie pour leur pays, bien que peu de ces promesses aient été tenues. Malgré une hésitation initiale de Hitler, qui était réticent à autoriser des non-allemands dans ce qu'il voyait comme une élite aryenne, Himmler réussit à le convaincre que les recrues étrangères étaient essentielles à la poursuite de l'effort de guerre. Une unité étrangère bien connue était la 7e division SS volontaire de montagne Prinzeugen, formée principalement d'Allemands ethniques, Volksdeutsche, vivant dans les Balkans. La division vit de nombreux combats dans des opérations anti-partisans dans la région et devint connue pour ses tactiques brutales. Bien que beaucoup de ces recrues étaient d'origine allemande, elles faisaient néanmoins face à des défis d'intégration, car elles manquaient de la formation rigoureuse et de l'endoctrinement idéologique de leurs homologues allemands. Il en était de même pour de nombreuses autres divisions étrangères, où la discipline et l'efficacité étaient souvent inférieures à celles des unités d'origine de la Waffen-SS. D'autres divisions étrangères furent formées, comme la 13e division SS Handschar, composée de musulmans bosniaques, et la 5e division SS Panzer Viking, qui incluait des volontaires venant de Scandinavie et d'autres pays d'Europe du Nord. Ces divisions étaient uniques, composées d'hommes aux origines variées, beaucoup étant motivés par le nationalisme, l'anticommunisme ou le désir de protéger leur patrie du contrôle soviétique. Les nazis voyaient cela comme une opportunité d'unir l'Europe sous le Troisième Reich, en utilisant ces hommes pour poursuivre leurs objectifs. Cependant, l'intégration des volontaires étrangers dans la Waffen-SS n'était pas sans défi. Les officiers allemands voyaient souvent ces recrues avec méfiance,
doutant de leur loyauté et de leur efficacité au combat. L'endoctrinement idéologique, qui était si central dans la formation des divisions allemandes de la SS, n'était pas appliqué aussi rigoureusement aux recrues étrangères. Bien qu'on leur enseignât les idéaux nazis et qu'on les encourageât à se voir comme faisant partie d'une mission européenne plus large, le lien avec l'idéologie nazie était plus faible pour beaucoup de volontaires étrangers. Cela créait parfois des tensions au sein des rangs, car les soldats allemands de la SS se voyèrent comme supérieurs à leurs camarades étrangers. L'entraînement de ces volontaires étrangers différait significativement de celui des recrues allemandes. Les divisions allemandes de la SS suivaient un entraînement physique et idéologique intense, conçu pour les transformer en soldats loyaux et fanatiques. Les recrues étrangères, cependant, étaient souvent expédiées à travers des camps d'entraînement, recevant juste assez d'instructions militaires pour être prêtes au combat. En conséquence, les divisions étrangères étaient généralement moins efficaces au combat, subissant des taux de perte plus élevés et peinant à atteindre le niveau de discipline et de compétence de leurs homologues allemands. Cela était particulièrement évident dans les unités formées à la hâte lorsque la guerre tournait contre l'Allemagne, certaines divisions étrangères étant envoyées au combat avec à peine plus qu'une formation de base. Cependant, les succès de ces divisions étrangères étaient souvent éclipsés par leurs lacunes. Beaucoup de volontaires étrangers manquaient de la motivation et de la loyauté qui définissaient les divisions allemandes de la SS. Dans certains cas, les divisions étrangères étaient utilisées principalement pour des tâches de protection arrière ou des opérations anti-partisans, plutôt que d'être déployées en première ligne. Dans les dernières années de la guerre, à mesure que la Waffen-SS se développait rapidement, beaucoup des nouvelles unités étrangères étaient composées de conscrits qui n'avaient guère envie de se battre pour l'Allemagne nazie. La qualité de ces unités diminuait et leur rôle dans la guerre devenait de plus en plus marginal. Alors que les volontaires étrangers aidaient la Waffen-SS à maintenir sa force à mesure que la guerre s'éternisait, ils mettaient également en lumière les contradictions de l'idéologie nazie. Le régime de Hitler, fondé sur l'idée de pureté raciale, devait compter sur des soldats issus de pays qu'il jugeait inférieurs. Finalement, même les nazis durent compromettre leur idéologie face à la réalité de la guerre. Malgré les contributions de ces recrues étrangères, la Waffen-SS resta, en son cœur, une institution allemande, avec des volontaires étrangers souvent traités comme des soldats de seconde classe. À mesure que la guerre touchait à sa fin, la dépendance de la Waffen-SS aux volontaires étrangers devenait plus désespérée, mais il était clair que la vision originale d'une élite aryenne avait cédé la place aux dures réalités de la guerre. Chapitre 5. Maître du champ de bataille, les divisions spécialisées de la Waffen-SS. La Waffen-SS, dans son ascension vers la renommée militaire, devint célèbre pour ses divisions spécialisées qui jouèrent des rôles majeurs dans des batailles clés tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Ces divisions étaient conçues pour être plus que de simples unités d'infanterie. Elles étaient construites pour agir comme des troupes de choc, équipées d'armements supérieurs et soumises à un entraînement avancé. Parmi les plus célèbres de ces divisions spécialisées se trouvaient les unités Panzer et Panzergrenadier, qui se distinguaient par leurs capacités mécanisées et blindées, permettant à la SS de mener des opérations rapides et décisives sur le champ de bataille. L'une des unités les plus élitistes au sein de la Waffen-SS était la première division SS Panzer Leibstandarte SS Adolf Hitler. Initialement formée comme unité de garde du corps pour Adolf Hitler, elle évolua en l'une des divisions les plus redoutées de l'armée allemande. Équipée de chars de pointe, y compris les puissants modèles Panther et Tiger, cette division devint célèbre pour ses tactiques agressives et sa capacité à tenir des positions clés dans des conditions de combat intenses. La Leibstandarte fut fortement impliquée dans certaines des plus grandes et des plus brutales batailles de la guerre, y compris l'opération Barbarossa, la bataille de Kursk et la défense de la Normandie. Une autre unité qui gagna en popularité pour son efficacité au combat fut la 12e division SS Panzer Hitlerjugend. Cette division était unique car elle était composée en grande partie de jeunes hommes issus des jeunesses hitlériennes, dont beaucoup n'avaient que 17 ou 18 ans. Malgré leur manque d'expérience, ces soldats combattirent avec dévotion et détermination, se forgeant une réputation pour leur dureté au combat. La division Hitlerjugend fut fortement impliquée dans la campagne de Normandie,
où elle reçut pour mission de contenir l'invasion alliée. Malgré des pertes massives, y compris près de 60% de ses effectifs initiaux, la division réussit à retarder l'avancée alliée, montrant à la fois sa résilience et l'importance tactique des divisions Panzer de la SS. Ce qui distinguait ces divisions spécialisées des unités d'infanterie standard, c'était leur utilisation intensive de chars et de véhicules mécanisés, ainsi que l'entraînement intense axé sur la vitesse, la mobilité et les attaques coordonnées. Les divisions Panzer, en particulier, étaient formées pour exécuter des opérations interarmes, où l'infanterie, l'artillerie et les unités blindées travaillaient en étroite collaboration pour submerger les défenses ennemies. Cela les rendait incroyablement efficaces lors des opérations offensives, où l'objectif était de percer rapidement les lignes ennemies et de semer le chaos à l'arrière. Leur accent, mis sur les mouvements rapides et les attaques agressives, était inspiré des tactiques de Blitzkrieg qui avaient apporté à l'Allemagne des succès précoces dans la guerre. Contrairement aux divisions d'infanterie standard qui reposaient souvent sur des soldats à pied et des armes de soutien basiques, les divisions Panzer et Panzergrenadiers de la Waffen-SS étaient équipées de certains des armements les plus avancés de l'époque. Aux côtés de leurs chars Panther et Tiger, ces divisions utilisaient de l'artillerie lourde, des mortiers et des mitrailleuses comme la MG-42 avec un effet dévastateur. Leur accès à de meilleurs équipements, combiné à un entraînement plus approfondi, leur donnait un avantage majeur sur les forces alliées et soviétiques dans les premières années de la guerre. Le rôle de ces divisions spécialisées devint encore plus important à mesure que la guerre se prolongeait, en particulier dans les opérations défensives. En 1943, alors que la situation de l'Allemagne sur le front de l'Est commençait à se détériorer, la Waffen-SS fut souvent appelée à agir comme une brigade de pompiers, envoyée pour renforcer des défenses en train de s'effondrer ou lancer des contre-attaques lorsque d'autres unités étaient submergées. Cela était particulièrement évident lors de la bataille de Kursk en juillet 1943, où plusieurs divisions Panzer de la SS, y compris la Leibstandart et la Das Reich, étaient positionnées au centre de l'assaut allemand. Bien que l'offensive ait finalement échoué, les unités SS prouvèrent leur valeur tactique en lançant des attaques répétées contre des positions soviétiques fortement fortifiées. L'offensive des Ardennes, plus connue sous le nom de bataille des Ardennes, fut un autre moment où les divisions spécialisées de la Waffen-SS jouèrent un rôle majeur. Dans cette dernière contre-offensive allemande désespérée à la fin de 1944, la première division SS Panzer Leibstandart et la 12e division SS Panzer Hitlerjugend étaient en première ligne de l'assaut. L'objectif était de percer la forêt des Ardennes et de reprendre le port stratégique d'Anvers, créant ainsi un fossé entre les forces alliées. Bien que réussissante initialement, l'offensive échoua finalement en raison de la supériorité aérienne et du soutien logistique des Alliés. Néanmoins, les divisions Panzer de la SS parvinrent à infliger de lourdes pertes aux Alliés et ralentirent leur avance pendant plusieurs semaines. Malgré leur grande prouesse militaire, ces divisions spécialisées n'étaient pas sans défauts majeurs. À mesure que la guerre avançait, même ces unités d'élite commencèrent à souffrir de pénuries de ravitaillement et de main-d'œuvre. En 1944, de nombreuses divisions Panzer opéraient avec moins de chars qu'elles n'en avaient au début de la guerre, et la qualité des nouvelles recrues, souvent enrôlées à la hâte et mal formées, ne pouvait égaler celle des soldats d'origine. Par exemple, lorsque la division Leibstandart se battit pour défendre Berlin en 1945, elle n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été, avec seulement une fraction de sa force initiale et la plupart de ses chars détruits ou hors service. Les tactiques utilisées par ces divisions spécialisées devinrent également moins efficaces au fil du temps. Bien que leur capacité à mener des offensives rapides et puissantes se fût révélée décisive dans les premières années de la guerre, en 1944, les forces alliées et soviétiques s'étaient adaptées, utilisant la supériorité aérienne et des armes anti-chars améliorées pour contrer la menace des blindés allemands. Les divisions Panzer, autrefois dominantes, se retrouvèrent de plus en plus vulnérables, la vitesse et la mobilité qui avaient été leur plus grande force ne suffisant plus à surmonter le poids écrasant des effectifs alliés et soviétiques. L'utilisation de ces divisions comme brigades de pompiers eut également un coût. Déplacées constamment d'un front à l'autre, avec peu de temps pour se reposer ou se rééquiper,
Même les unités SS les plus élitistes furent usées par l'attrition. La division Hitlerjugend, qui avait combattu avec tant de férocité en Normandie, fut presque anéantie lors de l'offensive des Ardennes, et bon nombre de ses soldats étaient trop jeunes et inexpérimentés pour supporter les conditions difficiles des derniers mois de la guerre. Malgré ces défis, les divisions spécialisées de la Waffen-SS laissèrent une empreinte durable sur le champ de bataille. Leurs innovations en matière de guerre blindée et de tactiques interarmes ont été étudiées par les historiens militaires pendant des décennies, et leur héritage continue d'influencer la doctrine militaire moderne. Cependant, leur efficacité sur le champ de bataille ne peut être séparée de l'idéologie brutale qui les animait. Beaucoup de ces divisions, y compris la Leibstandart et la Hitlerjugend, furent directement impliquées dans des crimes de guerre, notamment le massacre de civils et l'exécution de prisonniers de guerre. Leur réputation de soldats d'élite est donc indissociable des atrocités qu'ils commirent au nom du régime nazi. Les divisions spécialisées de la Waffen-SS étaient le fer de lance de la machine de guerre allemande, conçue pour la vitesse, l'agression et la victoire totale. Cependant, à mesure que la guerre progressait et que la marée se retournait contre l'Allemagne, même ces divisions ne purent arrêter l'avancée croissante des forces alliées et soviétiques. Ce qui commença comme une expérience de supériorité militaire se termina par la défaite et le déshonneur, alors que les divisions SS furent broyées par les réalités de la guerre totale. Chapitre 6. La longue chute. Le déclin de la Waffen-SS après 1943. En 1943, la Waffen-SS avait atteint son apogée en tant que force militaire redoutée et hautement entraînée. Cependant, les tournants de la guerre, combinés à des pertes sévères et une surexpansion, entraînèrent un déclin rapide de son efficacité et de son prestige. Le moment décisif de cette dégradation survint avec la défaite à la bataille de Kursk, en juillet 1943, un désastre qui brisa les unités autrefois d'élite de la Waffen-SS. Cette défaite marqua le début d'une période de déclin continu pour la Waffen-SS, alors qu'elle faisait face à de lourdes pertes, à des recrues inexpérimentées et à un effort de guerre qui s'effondrait. La bataille de Kursk fut une immense bataille de chars, impliquant près de 3000 chars allemands contre plus de 5000 chars soviétiques. Les Allemands, y compris les meilleures divisions de la Waffen-SS, comme la première division SS Panzer Leibstandart Adolf Hitler et la deuxième division SS Panzer Das Reich, subirent environ 200 000 pertes lors de cette offensive ratée. Les divisions SS, à elles seules, perdirent des milliers d'hommes et une partie importante de leurs véhicules blindés. Par exemple, la division Leibstandart Adolf Hitler perdit plus de 1500 hommes et près de 70 chars dans cette bataille. Ces pertes furent dévastatrices et laissèrent les divisions gravement affaiblies. Kursk marqua le moment où la Waffen-SS ne put plus maintenir sa réputation de force d'élite invincible. Après Kursk, la Waffen-SS commença à perdre les qualités qui avaient autrefois fait d'elle une unité militaire redoutée. L'une des principales raisons en était l'expansion rapide de ses effectifs. En 1944, la Waffen-SS était passée de quelques divisions à plus de 38 divisions, avec environ 950 000 hommes servant à la fin de la guerre. Cependant, cette expansion eut un coût. Beaucoup de ces nouvelles divisions étaient composées de conscrits et de volontaires étrangers, qui ne recevaient pas le même entraînement rigoureux que les unités SS d'origine. Au lieu des soldats soigneusement sélectionnés et idéologiquement endoctrinés qui avaient autrefois rempli les rangs, la Waffen-SS comptait désormais sur des hommes moins expérimentés, souvent envoyés au combat après une formation minimale. La qualité des recrues commença à décliner de façon spectaculaire. En 1943, près de la moitié des nouvelles divisions de la Waffen-SS étaient composées de volontaires étrangers venant de pays comme la France, la Hongrie et les pays baltes. En 1944, plus de 60% de la Waffen-SS étaient constitués de soldats non allemands, dont beaucoup avaient été enrôlés sous la contrainte. Ces nouvelles divisions manquaient de l'efficacité au combat et de la discipline qui avaient autrefois distingué la Waffen-SS. Par exemple, la 21e division SS Skanderbeg, composée de recrues albanaises, fut dissoute en 1944 en raison de son mauvais rendement et de taux de désertion atteignant 70%. L'une des faiblesses les plus critiques de la Waffen-SS
après 1943, était son incapacité à reconstituer ses divisions d'élite. À mesure que la guerre s'éternisait, les divisions SS qui avaient autrefois mené l'offensive étaient désormais réduites à des rôles défensifs, souvent en combattant avec des rangs épuisés et des équipements obsolètes. Par exemple, la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, qui avait initialement été équipée de 150 chars lors de l'invasion de la Normandie, comptait moins de 25 chars opérationnels lors de la retraite allemande en 1945. Les pertes en effectifs étaient encore plus stupéfiantes, certaines unités étant réduites à moins de 50% de leur force initiale après seulement quelques mois de combat. En 1944, la Waffen-SS faisait face à des pénuries de main-d'œuvre et à un manque sévère de ravitaillement et d'équipements modernes. Les offensives soviétiques de l'opération Bagration en juin 1944 infligèrent des pertes catastrophiques supplémentaires aux divisions SS. En l'espace de quelques semaines, les Soviétiques détruisirent des groupes d'armées allemands entiers, y compris de nombreuses unités de la Waffen-SS. La 3e division SS Panzer Totenkopf perdit plus de 60% de ses hommes et de ses véhicules au cours de ces opérations. L'incapacité à remplacer les chars, l'artillerie et même les armes d'infanterie de base laissa la Waffen-SS en difficulté pour maintenir ses capacités opérationnelles. À la fin de 1944, de nombreuses unités SS combattaient avec des équipements obsolètes ou sans le soutien blindé lourd qui avait été un facteur clé de leur succès précédent. La situation ne fit qu'empirer à mesure que la guerre s'éternisait, jusqu'en 1945. Les divisions d'élite de la Waffen-SS étaient envoyées à plusieurs reprises sur les points les plus cruciaux du champ de bataille, souvent avec des ordres de tenir leur position à tout prix. La défense de la Hongrie en 1944 et 1945 en fut un exemple criant de cette situation désespérée. Lors de l'opération Frühlingserwachen, la dernière grande offensive allemande de la guerre, les divisions de la Waffen-SS, telles que la 6e armée SS Panzer, furent chargées de mener l'attaque. Malgré leurs meilleurs efforts, l'offensive échoua en quelques semaines, la Waffen-SS subissant plus de 20 000 pertes dans le processus. Beaucoup de divisions SS furent réduites à une fraction de leur taille d'origine, certaines unités perdant plus de 70% de leur effectif au cours de la campagne. La défense de Berlin, en 1945, marqua l'acte final pour la Waffen-SS. Alors que les Soviétiques se rapprochaient de la capitale allemande, les restes de la Waffen-SS furent chargés de défendre la ville. Des unités telles que la 11e division SS, Panzergrenadier volontaire, Nordland, et les restes de la 1re division SS Panzer, Leibstandart Adolf Hitler, furent parmi les dernières à combattre dans les rues de Berlin. La défense de Berlin coûta des milliers de vies à la Waffen-SS, avec des divisions entières anéanties dans les derniers jours de la guerre. Lorsque l'Allemagne se rendit en mai 1945, la Waffen-SS avait été presque totalement détruite. Sur près d'1 million d'hommes qui avaient servi dans la Waffen-SS, on estime que 314 000 avaient été tués, avec des centaines de milliers d'autres blessés ou capturés. Les divisions d'élite qui avaient autrefois mené les campagnes militaires de l'Allemagne nazie n'étaient plus que des ombres de leur gloire passée, brisées par des années de combats incessants et un manque de recrues expérimentées. Le déclin de la Waffen-SS reflétait l'effondrement général de l'Allemagne nazie. Après 1943, la chute de la Waffen-SS devint inévitable, usée par les pressions de la guerre totale. Chapitre 7. Les ombres sombres de l'élite. Crimes de guerre et héritage complexe de la Waffen-SS. Bien que la Waffen-SS soit souvent reconnue pour son rôle en tant que force de combat d'élite, elle est également connue pour les crimes de guerre qui suivent son héritage. Les atrocités commises par la SS n'étaient pas des actes de violence isolés, mais faisaient partie d'une campagne plus large qui reflétait l'idéologie perverse à son cœur. Bien qu'ils aient acquis une réputation pour leur efficacité sur le champ de bataille, leur implication dans des massacres de masse, en particulier sur le front de l'Est et dans les territoires occupés, a à jamais entaché leur image. La brutalité de la Waffen-SS était enracinée dans l'endoctrinement idéologique que tous les soldats SS subissaient pendant leur formation. Dès le début, ils étaient formés à se considérer comme des guerriers pour la cause nazie, combattant pour la survie de la race aryenne.
Cette idée alimentait leurs actions et justifiait une violence extrême, notamment contre ceux considérés comme inférieurs par le régime nazi. Sur le front de l'Est, cela conduisit à l'exécution de commissaires politiques soviétiques et à l'extermination de populations civiles, tout cela au nom du Reich. L'un des ordres les plus notoires donnés à la Waffen-SS fut le ordre des commissaires, qui provenait directement d'Adolf Hitler en 1941. Cet ordre mandatait l'exécution de tous les commissaires politiques soviétiques capturés lors de l'invasion de l'Union soviétique. Ces commissaires étaient des officiers politiques au sein de l'armée rouge, chargés de maintenir la pureté idéologique des forces soviétiques. Le leadership nazi les considérait comme des représentants du bolchevisme, qu'ils voyaient comme leur ennemi mortel. Les soldats SS étaient convaincus que, en tuant ces commissaires, ils protégeaient l'Allemagne de la propagation du communisme. Cette politique conduisit à d'innombrables exécutions sommaires sur le champ de bataille, sans aucun respect pour les règles élémentaires de la guerre. Mais les crimes de la Waffen-SS allaient bien au-delà du champ de bataille. Ils jouèrent un rôle actif dans l'Holocauste, travaillant aux côtés des Einsatzgruppen, qui étaient des escadrons de la mort mobile responsables des fusillades massives de Juifs, de Roms et d'autres minorités en Europe de l'Est. Bien que toutes les unités de la Waffen-SS ne fussent pas directement impliquées dans ces massacres, beaucoup étaient complices. Ils aidaient à rassembler les civils, à garder les trains de transport en direction des camps de concentration, et participaient même aux exécutions de masse. L'endoctrinement idéologique que ces soldats avaient subi rendait plus facile pour eux d'accomplir de telles tâches horrifiques. Ils étaient formés à voir leurs victimes comme des sous-humains, ce qui facilitait la rationalisation de la violence qu'ils infligeaient. L'un des exemples les plus choquants de la brutalité de la SS eut lieu dans le petit village français d'Oradour-sur-Glane en juin 1944. La 2e division SS Panzer das Reich entra dans le village dans le cadre de représailles contre la résistance française. Ce qui suivit fut un massacre inimaginable. Les soldats SS rassemblèrent toute la population, y compris les hommes, les femmes et les enfants, dans l'église du village et plusieurs granges. Ils mirent ensuite le feu aux bâtiments et tirèrent sur tous ceux qui tentaient de s'échapper. En l'espace de quelques heures, 642 civils furent brutalement tués. Cet acte faisait partie de la stratégie plus large de la Waffen-SS de punition collective, où des communautés entières étaient punies pour les actions de quelques combattants de la résistance. Des scènes de destruction similaires se déroulèrent sur le front de l'Est, où les unités SS étaient chargées d'opérations anti-partisans. En réalité, ces missions aboutissaient souvent à des massacres de masse. En Biélorussie, par exemple, des villages entiers furent anéantis dans le cadre de ces opérations. Les civils, y compris les femmes et les enfants, étaient exécutés sur place ou brûlés vifs dans leurs maisons. La SS agissait sous l'idée que ces mesures extrêmes étaient nécessaires pour supprimer la résistance et garantir le contrôle nazi des territoires occupés. En réalité, cela ne fit qu'approfondir la haine contre la SS et engendra davantage de résistance. La participation de la Waffen-SS à ces crimes était étroitement liée à l'obsession nazie de la pureté raciale. Heinrich Himmler, le chef de la SS, parlait souvent de la nécessité de purifier les terres conquises par l'Allemagne. Pour la SS, cela signifiait l'élimination, souvent par meurtre de masse, de quiconque ne correspondait pas à leur vision d'une utopie aryenne. Les soldats de la Waffen-SS étaient censés accomplir cette mission sans poser de questions. Ils étaient conditionnés à croire que leurs actions, aussi brutales soient-elles, étaient nécessaires pour assurer l'avenir du Reich. Bien que les atrocités commises par la SS sur le front de l'Est et dans les territoires occupés soient bien documentées, leurs crimes s'étendirent à toute l'Europe. En Italie, les unités SS furent responsables du massacre de plus de 500 civils dans le village de Sant'Anna di Stazzema en août 1944. Comme tant d'autres massacres précédents, celui-ci fut perpétré en représailles pour des crimes politiques. La SS, dans sa volonté de réprimer la résistance, adopta souvent une approche de terre brûlée, détruisant des villages et tuant des civils pour terroriser la population et la soumettre. Les crimes de guerre de la Waffen-SS ne se limitèrent pas à l'assassinat de civils. Ils étaient également connus pour leur traitement des prisonniers de guerre, en particulier sur le front de l'Est. Les prisonniers soviétiques, en particulier,
étaient souvent traités avec une extrême cruauté, soumis à la famine, aux travaux forcés et aux exécutions. La SS considérait les soldats soviétiques comme des ennemis idéologiques et donc indignes des droits de base accordés aux prisonniers selon le droit international. Dans certains cas, des groupes entiers de prisonniers furent exécutés, notamment dans les premières années de la guerre. Chapitre 8. Des soldats aux survivants. Le sort des vétérans de la Waffen-SS après la guerre. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 laissa des milliers de soldats de la Waffen-SS face à un avenir incertain. Alors que le régime nazi s'effondrait, ces hommes, autrefois membres de l'une des forces militaires les plus redoutées, durent naviguer dans un monde d'après-guerre qui les considérait comme des criminels. Leurs expériences après la guerre furent variées. Certains furent poursuivis pour crimes de guerre, tandis que d'autres tentèrent de se réintégrer dans la société et de passer à autre chose. L'héritage de la Waffen-SS les suivait partout où ils allaient, façonnant la façon dont ils étaient traités et rappelés dans les décennies qui suivirent. Pour les officiers de haut rang de la Waffen-SS, les conséquences de la guerre furent souvent très incertaines. Beaucoup furent jugés lors des célèbres procès de Nuremberg et d'autres tribunaux pour crimes de guerre. Des dirigeants comme Heinrich Himmler, chef de la SS, furent tenus responsables des atrocités commises par leurs forces, bien que Himmler se soit suicidé avant de pouvoir être jugé. D'autres, comme Joachim Peiper, furent jugés pour leur participation à des massacres et à l'utilisation de travaux forcés. Les procès de Nuremberg condamnèrent l'ensemble de la SS, y compris la Waffen-SS, comme une organisation criminelle, liant tous ses membres aux crimes de guerre commis pendant l'ère nazie. Pour ces officiers supérieurs, les peines allaient de la pendaison à l'emprisonnement à vie. Les procès pour crimes de guerre continuèrent même après Nuremberg, de nombreux officiers ayant participé à des atrocités comme l'Holocauste étant traqués et traduits en justice. Certains réussirent à s'échapper, profitant des failles du système, mais la poursuite des responsables des crimes de guerre de la SS dura des décennies. Le processus ne fut pas toujours rapide ou équitable, mais il permit de rendre des comptes à ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie pour les horreurs inimaginables de la guerre. Cependant, le sort des vétérans de la Waffen-SS de rang inférieur fut différent. Beaucoup furent capturés par les Alliés et envoyés dans des camps de prisonniers de guerre, où ils étaient souvent détenus aux côtés de soldats de la Wehrmacht. La vie dans ces camps pouvait être difficile, avec une surpopulation et des pénuries alimentaires, mais de nombreux hommes de la Waffen-SS furent finalement libérés et autorisés à rentrer chez eux. Alors que leurs dirigeants faisaient face à des poursuites, la plupart des soldats de base évitèrent les procès pour crimes de guerre. Cela était en partie dû à la difficulté de prouver la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre, à moins qu'ils n'aient été directement impliqués dans des événements tels que les massacres sur le front de l'Est. Le retour à la vie civile ne fut cependant pas facile. Dans l'Allemagne d'après-guerre, être associé à la Waffen-SS portait une lourde stigmatisation. Le rôle de l'organisation pendant la guerre était bien connu et de nombreux anciens membres de la SS durent cacher leur passé ou changer de nom pour éviter la discrimination. Pour ceux qui étaient ouverts à propos de leur service, trouver du travail ou même être accepté dans leur communauté était difficile. La Waffen-SS était étroitement liée aux politiques les plus extrêmes du régime nazi, et même ceux qui n'avaient pas directement commis de crimes de guerre étaient toujours considérés comme des parias en raison de leur association avec le groupe. La situation était encore pire pour les volontaires étrangers qui avaient combattu dans la Waffen-SS. Des pays comme l'Ukraine, la Croatie et la Lettonie, d'où provenaient de nombreux volontaires, étaient désormais sous contrôle soviétique. Dans ces régions, les anciens membres de la SS étaient souvent considérés comme des traîtres et des ennemis de l'État. Des milliers de soldats étrangers de la SS furent exécutés ou emprisonnés par les autorités soviétiques qui ne cherchèrent pas à distinguer les soldats réguliers des criminels de guerre. Pour beaucoup de ces hommes, la guerre ne se termina pas en 1945. Ils passèrent des années, voire des décennies, dans des camps de travail soviétiques en punition de leur collaboration avec l'Allemagne nazie. En Europe occidentale, les vétérans étrangers de la Waffen-SS firent également face à des poursuites judiciaires. Les volontaires venant de pays comme la France et la Belgique étaient considérés comme des collaborateurs, et beaucoup furent emprisonnés pour avoir combattu aux côtés des nazis. Contrairement à l'Est sous contrôle soviétique, cependant,
Ces anciens hommes de la SS furent souvent libérés après avoir purgé leur peine, bien qu'ils portaient toujours la stigmatisation d'avoir combattu pour l'ennemi. L'opinion publique dans les pays qui avaient été occupés par l'Allemagne était sans pitié, et de nombreux anciens SS étrangers vécurent le reste de leur vie dans l'anonymat, rejetés par leurs concitoyens. L'un des défis les plus difficiles pour les vétérans de la Waffen-SS fut de gérer la perception publique de leur service. La SS, y compris la Waffen-SS, avait été déclarée organisation criminelle, et même ceux qui n'avaient combattu que comme soldats sans participation directe aux atrocités furent touchés par cette étiquette. En Allemagne, le nouveau gouvernement d'après-guerre prit ses distances avec tout ce qui avait trait au régime nazi, et les anciens membres de la SS se retrouvèrent laissés pour compte. L'élite, autrefois célébrée du Troisième Reich, était devenue un symbole de ces chapitres les plus sombres, rendant la réintégration dans la société difficile, voire impossible pour beaucoup. Pour certains vétérans de la Waffen-SS, en particulier ceux qui avaient occupé des postes de commandement, il n'y avait aucune chance de réintégration. Les figures de premier plan fuirent soit vers des pays comme l'Argentine, où ils pouvaient vivre dans un relatif anonymat, soit continuèrent à faire face à des poursuites des années après la fin de la guerre. Le centre Simon Wiesenthal et d'autres organisations dédiées à la traque des criminels de guerre firent de la capture des membres de la SS une mission, et de nombreux anciens officiers vécurent dans la peur d'être découverts même des décennies après la guerre. Certains furent retrouvés et jugés, tandis que d'autres parvinrent à échapper à la justice. Bien que certains historiens militaires aient tenté de se concentrer sur les succès tactiques et les compétences de la Waffen-SS sur le champ de bataille, leur rôle dans les atrocités du Troisième Reich ne peut être ignoré. Les compétences militaires de la Waffen-SS peuvent intéresser ceux qui étudient l'histoire de la guerre, mais ce sont les échecs moraux de l'organisation qui définissent finalement sa place dans l'histoire. Depuis la fin de la guerre, des efforts ont été faits pour commémorer les victimes des crimes de la Waffen-SS. Dans des endroits comme Oradour-sur-Glane en France, où des unités SS massacrèrent des villages entiers, des monuments se dressent comme symboles des horreurs infligées pendant la guerre. Qu'ils aient été des officiers de haut rang jugés pour crimes de guerre ou des soldats de rang inférieur essayant de cacher leur service, l'ombre de la SS les suivit pour le reste de leur vie. L'héritage de la Waffen-SS est celui du sang, de la violence et du fanatisme, et le sort de ces vétérans montre les questions morales et éthiques soulevées par leur service au régime nazi.